Et coucou YouTube, on se retrouve enfin après un mois pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vais pas re-rentrer dans les détails, mais juste dire que voilà, on a eu des soucis d'internet. Je n'avais plus la fibre, donc plus moyen de faire des lives, et donc qui dit pas de live dit pas de vidéo sur YouTube, mais je suis enfin de retour, et donc avec pas la moindre des vidéos puisqu'il s'agit des sorties d'avril. Donc je précise qu'il n'y aura pas de sortie poche, mais que cependant, ce que j'ai pas dit d'ailleurs dans le début de live, j'ai quand même rajouté aux sorties, heureusement c'est avril n'est pas un gros mois donc ça va, j'ai rajouté quand même quelques mangas et même un livre poche parce que c'est un livre qui sort directement en poche. Voilà, donc j'ai pas mis, en gros je n'ai pas mis les livres qui sont déjà sortis en grand format. Voilà, tant pis, c'est con, hein, il y avait plein de trucs bien, il y avait pas mal de trucs bien, mais voilà, j'aurais pas le temps parce que j'ai perdu un mois, donc j'essaye de me rattraper comme je peux. Coucou Camille, j'espère que tu vas bien. Et voilà, donc comme d'hab, en live avec les copines et les copains. Comme d'habitude, les sorties, donc c'est les sorties qui moi m'intéressent, de près ou de loin, hein, ça veut pas dire que je vais tout acheter évidemment, mais en tout cas voilà, sortie qui m'intéresse, il y a un peu de tout, évidemment dans mes plus ou moins mes genres de prédilection, donc ça vous verrez ça. Et du coup bah écoutez, je vous propose d'attaquer immédiatement. Donc comme d'habitude, les statistiques des sorties. Voilà, avec évidemment toujours mes genres de prédilection en premier, hein, voilà, donc vous voyez que je vous ai mis aussi quelques graphiques. Il y a en tout 32 sorties, mais 33 livres, vous verrez pourquoi. Et sur ce, bah écoutez, je vous propose d'attaquer tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, la première sortie. Alors, vous verrez qu'au début, il y a pas mal de graphiques au début, en fait. Après, ça va changer. Donc, n'ayez pas l'impression que j'ai mis que des graphiques. De toute façon, vous avez bien vu hein, qu'il y a une majorité de romans. Il s'agit de Danzai Lock de Yasuko Kobayashi et Masaki Nonoya. Le tome 1 qui sortira le 3 avril chez Doki Doki. Alors, je mets rarement les mangas où voilà, je sais pas combien de tomes il va y avoir, parce que là je ne sais pas combien de tomes il va y avoir, parce que pour l'instant il n'y a que 3 tomes en cours au Japon. Mais n'empêche que le côté dystopique là me plaisait pas mal. Donc en fait on est dans un monde où toute personne qui cause le décès d'un autre, d'une autre, est automatiquement condamnée à mort. Peu importe si c'est volontaire ou pas, donc genre s'il y a quelqu'un qui se jette sur les roues ou sous les roues de votre voiture et que la personne meurt, ben tant pis pour vous, vous êtes condamné à mort. Yes, on adore. On adore. C'est une blague, hein, évidemment, j'adore pas. Je préfère préciser parce qu'il y a des nouvelles personnes qui me connaissent pas, ils vont me prendre pour une tarée. Du coup, donc, les coupables se voient attribuer un nombre d'années restant à vivre. Voilà, donc ils ont quand même le droit, ils sont condamnés à mort, mais ils ont quand même le droit de vivre encore jusqu'à quelques années. Je pense que ça doit dépendre de l'ampleur de la faute commise, on va dire. Et ils sont quand même envoyés en prison. Hein, parce qu'il faut pas déconner non plus, on va pas les laisser vivre en mode bah vas-y fais ta life, non. Ils sont envoyés en prison. Mais cette prison, en fait, c'est carrément une ville. C'est carrément une ville à part entière. Et le truc, c'est que les gens, les prisonniers, ont la possibilité de gagner quelques minutes en plus de vie supplémentaire. Donc, enfin, quelques minutes ou quelques heures ou quelques jours. Enfin, voilà, ils ont la possibilité de gagner du temps supplémentaire. Coucou, Pingui. Et donc, dans cette histoire, voilà, on va suivre Yushin, qui est un moine censé soulager les âmes, qui va arriver dans cette ville prison. Et aussi Kunoji, qui est un bourreau, on nous dit, qui veille sur une petite fille. Voilà, j'en sais pas plus. Mais moi, j'aimais bien le postulat de départ. J'aimais bien le postulat de départ. Donc voilà, après, honnêtement, je suis pas sûre que j'achèterai parce que ce genre de manga, j'ai toujours peur qu'il y ait 15 milliards de tomes.
Donc voilà, mais je l'ai mis parce que j'aimais bien le pitch. Voilà pour celui-ci, toujours le 3 avril. Donc cette fois, c'est une BD qui sortira. Il s'agit de Des femmes guettant l'annonce de Fédois Misk et Aude Massot. Et donc dans cette histoire, il sortira le 3 avril aux éditions Sarbacane. Dans cette histoire, on est au Maroc et on est en plein débat national sur l'avortement. Et on va suivre Lila, qui est une jeune étudiante, qui va malheureusement tomber enceinte par accident. Et elle va se rendre, en fait, avec l'aide d'une amie qui s'appelle Nisrine, qui est justement, elle, une militante féministe, elles vont se rendre dans un cabinet gynécologique. Et elles vont y rencontrer Malika, qui, elle, est mariée et a déjà 4 enfants. Donc voilà, on est évidemment, on l'aurait compris, hein, sur la thématique de l'avortement. Donc Malika, elle souhaite également avorter. Le problème, c'est que les autorités marocaines font pression sur les praticiens qui pratiquent l'avortement. Hein. Et donc, elles vont devoir, et en fait, les jeunes femmes ne vont pas, les femmes, Malika et Lila, ne vont pas pouvoir avorter, et donc elles vont se lancer dans un road trip. Alors, on ne sait pas trop vers où, par contre, pourquoi, vers où, je ne sais pas. Mais voilà, en fait, on va suivre ces femmes qui vont se lancer dans un road trip, on ne sait pas pourquoi, mais qui vont attendre aussi, voilà, espérer que le gouvernement prenne une décision positive concernant l'avortement. Voilà, j'en sais pas plus, à part que, évidemment, les 3 femmes vont être liées d'une façon ou d'une autre. Ah oui, Stéphane. Donc voilà. En tout cas, ça a l'air extrêmement intéressant, mais ça va encore aller dans ma longue liste de BD qui sont dans ma wishlist. J'avoue que le problème avec les BD, c'est que c'est souvent très cher. Voilà, encore 24 €. En soi, c'est pas cher pour ce que c'est, pour le travail que ça représente, etc. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est un budget. Et là, j'ai trop de BD que j'ai envie d'acheter. Ça m'énerve parce que du coup, j'ai tellement de BD que j'ai envie d'acheter que je suis incapable de faire un choix en me disant allez, t'en prends une. Non, du coup, j'en prends pas. Voilà, donc du coup, j'ai plein de BD dans ma wishlist. C'est terrible. C'est terrible, Malou. Donc voilà. Ah, c'est vrai, Malo? Bah voilà. Mais ouais, franchement, il me tente bien celui-là, moi. Hein. Il me tente bien. Bah oui, forcément, c'est une thématique que j'affectionne. Ouais, t'as raison, Malo, je devrais faire ça en fait. Hein. Bon, pour l'instant, de toute façon, je suis en no-buy, donc ce sera pas pour de suite. Ensuite, on est toujours le 3 avril. C'est vrai qu'il y a une grosse vague de sorties le 3 avril. Sortira les livres disparus de la 5e avenue de Fiona Davis. Et moi, je vous avoue que j'ai vu le best-seller du New York Times. C'est vrai que je suis très influencée par ce genre de choses parce que souvent, les best-sellers du New York Times, c'est assez quali. Donc, ça sortira chez Faubourg Marigny. Et donc là, on est en 1913. Alors, il y a 2 temporalités en fait. Première temporalité, on est à New York, hein, on est en 1913. Et on va suivre Laura, dont le mari est le surintendant de la bibliothèque publique de New York. Ils ont une petite famille, voilà, ils ont 2 enfants, voilà, tout va bien, ils sont très heureux, etc. Mais Laura, elle a envie d'autre chose. Elle veut plus être mère au foyer, tout ça. Elle a envie de devenir journaliste et elle va postuler à l'école de journalisme de Columbia. Donc je rappelle que c'est une des grosses universités, hein, du nord-est des États-Unis, donc ça fait partie de ce qu'on appelle la Ivy League. T'as réglé le problème en t'inscrivant en médiathèque? Ah oui, ouais, c'est sûr, Aurine. Non, mais t'as raison. Hein. Je devrais, mais j'avoue que je suis pas très médiathèque parce que j'étais trop trigger par le fait de devoir rendre mes livres à temps. Je suis incapable de rendre mes livres à temps, en fait. C'est un truc vraiment. Ouais, la couverture est classe. Donc voilà, elle va postuler pour être journaliste. Donc elle va faire des études. Et en fait, elle va, donc voilà, pendant ses études, elle va être amenée comme ça à se rendre un peu aux 4 coins de la ville de New York. Et notamment, elle va découvrir, allez, c'est encore dans mes thématiques, hein, j'ai pas fait exprès, si j'ai fait exprès, mais voilà quoi.
Elle va découvrir le Heterodoxy Club, qui est un groupe entièrement féminin dans lequel les femmes sont encouragées à partager haut et fort leurs opinions. On est en 1913, hein, je rappelle quand même. Et donc du coup, Laura va se retrouver à remettre en question son rôle traditionnel d'épouse et de mère, voilà. Mais un jour, des livres vont être volés à la bibliothèque. Donc je pense qu'on parle de la bibliothèque où travaille son mari. Et du coup, elle va se retrouver face à ses responsabilités et là, du coup, ben, ses priorités vont changer puisqu'elle va se retrouver, j'imagine, à devoir aider son mari, etc. Donc voilà, je n'en sais pas plus. Et puis, il y a une deuxième temporalité en 1993, donc 80 ans plus tard, où on va suivre Sadie, qui, elle, vient d'hériter de sa grand-mère, qui n'est autre qui n'est autre que Laura, bien sûr, voilà, et donc, et il se trouve que Laura, visiblement, est devenue une célèbre essayiste. Donc, essayiste est une autrice d'essais, voilà. Et donc, Sadie, elle, voilà, donc on comprend que Laura vient de mourir. Sadie, elle a hérité de Laura. Et surtout, elle a décroché son travail de rêve, puisqu'elle est conservatrice à la New York Public Library. Sauf que le problème, c'est que, je vous le donne en mille, des livres vont commencer à disparaître. Voilà. Et donc, bon, j'en lis pas plus. Le synopsis est très long, je pense que ça me suffit déjà. J'aime bien cette histoire de livres disparus dans les deux cas. Qu'est-ce qui s'est passé? En plus, il y a le côté féministe au milieu, etc. Ça m'intrigue vachement, ce livre. Ça m'intrigue vachement. Oui, complètement, Stéphane. Moi, ça chiffre fort le budget livre, hein, j'avoue. C'est les livres, franchement, c'est un des seuls loisirs que enfin, c'est pas un des seuls. Ouais, c'est sûr que parfois on va au cinéma, parfois au resto, mais je veux dire, voilà, ça reste vraiment mon petit plaisir. Là où je mets des sous, c'est dans les livres, quoi. Vraiment. Ouais, il a l'air trop bien, hein, celui-là. Il a l'air trop bien. Donc, oui, voilà. Voilà. Je sais pas combien de pages, par contre. Pour Marini, ils n'ont pas mis le nombre de pages. Moi, après, bon, je vous avoue, j'ai pas été chercher en profondeur parce que pas le time, mais voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, donc, pourquoi je vous disais voilà, qu'il y avait 33 livres pour 32 sorties, tout simplement parce que on en a un qui sort à la fois en roman et en manga. Il s'agit de Suzume de Makoto Shinkai. Makoto Shinkai, qui est d'ailleurs un auteur assez connu pour adapter, en fait, pour l'adaptation de pas mal de ses livres en film, je vais y arriver, en long métrage d'animation, pardon. Alors par contre, comme je confonds souvent avec un autre auteur, et que évidemment j'ai oublié de... Si, Your Name, évidemment, Your Name, Les Enfants du Temps aussi, voilà, c'est lui, quoi. C'est lui, Makoto Shinkai. Et donc là, voilà, sortie... Allez, en plus... Oh non, ne me fais pas ça. Voilà, non, pardon. J'avais Amazon qui commençait à foirer. Comme ça m'avait fait une fois, je sais pas si vous vous rappelez, une fois en live, j'avais Amazon qui marchait plus et c'est mes anti-sèches en fait. Et du coup, c'était Rose qui était obligée d'aller chercher les synopsis. Quand je vous dis qu'à chaque fois dans les sorties, il y a toujours des problèmes techniques. J'ai eu peur, j'ai vu, non, pas ce soir, s'il te plaît. Donc, Suzume, donc en fait, dans l'histoire, on est dans une petite ville paisible du Japon. Et on va suivre une jeune fille de 17 ans qui s'appelle Suzume. Donc d'ailleurs, Suzume, je crois que ça veut dire moineau, il me semble, si je ne me trompe pas. C'est très mignon. Qui va rencontrer un homme. Cet homme lui dit qu'il voyage à la recherche d'une porte. Donc, elle va décider de le suivre. Parce que pourquoi pas, hein, bien sûr, quand tu as un homme qui te dit qu'il voyage à travers les portes, tu as forcément envie de le suivre. Non, mais... mais bon, c'est c'est du fantastique mignon, hein, c'est Makoto Shinkai. Hein. Et donc, elle va découvrir une porte délabrée qui trône au milieu de ruines. Et en fait, elle va décider de tourner la poignée. Et c'est alors que d'autres portes vont s'ouvrir aux quatre coins de l'archipel du Japon. Et
elles vont laisser passer toutes les catastrophes qu'elles renferment. Et donc voilà, il va falloir que Suzume rétablisse, arrête ces catastrophes, voilà, tout simplement. Non, ça a l'air cool, ça a l'air cool. J'aime bien cette histoire de Vortex, j'imagine que va être une histoire un peu de monde parallèle ou de quelque chose comme ça. Oui, je l'ai lu. Je l'ai lu, Stéphane, Une maman parfaite, je l'ai eu. D'ailleurs, je le chroniquerai. Hein. D'ailleurs, je dois le chroniquer aussi sur Instagram, mais je suis très en retard sur mes chroniques Instagram aussi. Vous allez me dire, t'as pas fait de live, t'aurais pu faire tes chroniques sur Instagram. Mais oui, je l'ai eu en SP sur NetGalley, Une maman parfaite. Ouais. C'était pas mal, mais décevant sur certains points. Mais je vous en parlerai mieux. Mais merci pour, du coup, l'info. Donc, j'adore Elsa. Elsa est au courant. Donc voilà, donc Suzume sortira à la fois en roman, chez Pika Roman, et à la fois en manga. Donc le manga fait seulement 3 tomes. Hein. Voilà, 3 tomes, donc c'est tout à fait accessible. Donc à voir si vous préférez le roman ou la version manga. Moi, ça dépend des moments. Mais j'ai quand même plus une préférence pour les versions manga. Mais après, des fois, c'est un budget. C'est un budget aussi, donc voilà. Voilà pour celui-ci. Ah, celui-là, putain, celui-là, je l'achète. Celui-là, je l'achète. Alors, peut-être pas Day One, parce que quai du polar, hein, toi-même tu sais, mais voilà. Donc, il s'agit de Yan de Changsheng, qui est un auteur taïwanais, qui sortira aux éditions Glénat, donc on est toujours le 3 avril. Donc, dans cette histoire, on va suivre Yan, qui est une jeune fille de 15 ans, dont la famille fait partie de la prestigieuse troupe de l'Opéra de Pékin. Le problème, c'est que un jour, tous les membres de la famille, sauf Yan, oui, c'est que Yan, c'est un prénom féminin, là, hein, je précise quand même, tous les membres de la famille vont être assassinés. Coucou, Jeanne. Le coucou au milieu de ça. J'espère que tu vas bien. Ouais, la couve est absolument sublime. Et le truc, c'est que Yan va se retrouver, comme c'est la seule survivante, elle va se retrouver accusée du meurtre de du familicide, en fait, hein, de ce familicide. Donc, elle va être incarcérée pendant des années dans un centre, on nous dit dans un centre de recherche tenu secret, on ne sait pas pourquoi. Et un jour, elle va donc avoir purgé sa peine, elle va sortir. Et elle va décider de se venger. Ça fait très old boy dans l'histoire. Hein. Voilà, c'est old boy, je rappelle, hein, un homme enfermé pendant 15 ans, sans raison d'ailleurs, qui va sortir et qui va se venger. Et ça va faire très mal. Du coup, ça me fait un peu penser à ça, mais en version féminine. Voilà. J'ai trop envie de le lire. En plus, il fait que 3 tomes. Je viens de dire 3 tomes de 15 balles quand même, hein, c'est pas rien. Mais merci Michel pour ton abonnement offert à Jeanne. Merci comme d'habitude, Michel, adorable. Voilà, donc ouais, celui-là clairement, celui-là clairement, je l'achèterai. Oui, excellent film, Old Boy, bien sûr, bien sûr. Non, complètement Stéphane, pas l'adaptation de Spike Lee, non. ce film n'a jamais existé. Mais voilà, en tout cas, bon, voilà, le douchant de la vengeance, on nous dit, ah, moi j'aime bien les trucs de vengeance. Je sais que Kim, ça va le hyper aussi. Là, s'il m'écoute, on va dire, ouais, ok, on va l'acheter. Peut-être je vais lui faire acheter. Choisis un manga, je choisis celui-là. Toi-même, tu sais. Ouais, Viviane, ouais, c'est des thématiques qui sont toujours intéressantes. Donc voilà, du coup. En plus, elle va se venger, on nous dit, revêtue du traditionnel costume théâtral que sa famille avait coutume de porter. D'où la couverture, je pense. Ah, ça va être classe dans les dessins et tout, parce que je rappelle, voilà, c'est un manhwa, donc un manga taïwanais, ça va être... Allez, coucou Ilia. Oui, je sais maintenant que t'es Ilia, j'espère que tu vas bien.
Ça fait plaisir de te voir par ici. Allez, je passe à la suite et ça y est, enfin, on passe au 4 avril avec encore un manga. Je vous avais dit, il y avait quasiment tous les graphiques sont au début. Sortira L'Auberge de la vie de Nozo Itoi aux éditions Akata. Vous savez, mon amour, vous savez pas d'ailleurs, mais mon amour pour ces éditions. J'adore les éditions Akata parce qu'à chaque fois, voilà, elles font des très bons choix éditoriaux et surtout très inclusifs. Alors là, je vous avoue que si ça n'avait pas été Akata, franchement, je l'aurais pas mis. Parce qu'il y a une thématique qui me trigger un petit peu dedans. Mais c'est Akata et c'est en 2 tomes. Voilà, donc je me permets de le mettre. Donc là, on va suivre Again, une adolescente, décidément. Une adolescente qui... Alors, attendez, on va reprendre depuis le début. Donc, on est au cap, le cap, comme le cap de Bonne Espérance, hein, au cap de Shide, qui est aussi connu sous le nom du cap de la mort. Parce que c'est là où se rendent celles et ceux qui veulent mettre fin à leur vie. Voilà. Alors, on connaissait déjà au Japon la forêt de Aokigahara. Non, oui c'est ça, Aokigahara, la forêt des suicidés. Hein. Mais là c'est un cap, voilà. Donc les gens viennent sauter de la falaise. C'est sympathique. Alors c'est pas ça le thème qui me trigger. Hein. Ah, quoique je dis ça, mais... Non, en fait, je crois que j'ai inventé cette thématique, elle n'y est pas. J'ai inventé dans ma tête une thématique autour de la maladie. Non, non, c'est une thématique suicide en fait. Bon, j'adore la mort. Oh, ça va, si c'est du suicide, ça va, ça passe. Pardon, excusez-moi. Non, surtout qu'en plus j'ai des antécédents là-dedans, donc je peux vous dire que c'est pas une thématique qui me pump it up. Mais c'est pas un truc qui me trigger non plus de retrouver dans mes livres. Et donc, on a à quelques minutes à pied de cette falaise, on se trouve une auberge qui s'appelle l'auberge Gilda. Et dans cette auberge, il y a Sumomo, qui fait partie des personnes qui souhaitent se suicider, justement. Donc, je pense que c'est cette adolescente en question. Mais elle a fait, Sumomo, avant de se suicider, elle a fait une to-do list. Et dans cette to-do list, il y a revoir la dernière fois une femme qu'elle a connue par le passé et qui se trouve, donc elle s'appelle Yoko, et qui se trouve être devenue la gérante de l'auberge. Mais les retrouvailles ne vont pas se passer comme prévu. Voilà, non, j'avoue que je sais pas pourquoi je me suis inventé un truc de maladie. Non, pas du tout, rien à voir en fait. Mais du coup, ça a l'air vachement bien. Ça a l'air vachement bien, c'est très intriguant. Oui, complètement, Karine, c'est propre à chacun. C'est marrant parce qu'il y a des trucs que j'ai pu vivre qui sont horribles, des trucs horribles que j'ai vécu dans ma vie, mais que ça me gêne pas de voir dans les livres. Et il y a d'autres trucs, par contre, qui me gênent. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça se choisit pas. Ah ben Ulia, c'est autorisé, j'ai envie de dire, les gens ils n'ont pas trop le choix, hein, mais j'ai envie de te dire, au Japon, c'est presque même encouragé, entre guillemets. Malheureusement, la société encourage au suicide, c'est triste à dire, mais en fait, il y a un gros problème avec ça au Japon et en Corée du Sud, c'est que les gens sont élevés, éduqués, en fait, dans cette idée que on doit toujours être digne. Et quand on est déshonoré, en fait, quand on est déshonoré, c'est la pire chose qui puisse arriver. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, tu perds ton emploi, tu perds ta copine, etc. Voilà, pour eux, c'est irrémédiable et voilà comment ça pousse au suicide à partir du moment où tu rencontres le déshonneur dans ta vie. Et du coup, c'est une grosse problématique qui touche beaucoup le Japon et la Corée du Sud. Alors, particulièrement le Japon parce que c'est vraiment lié, pour le coup, c'est lié à l'histoire, c'est lié à leurs ancêtres samouraïs, etc. Hein, vous savez, le seppuku. Voilà, à chaque échec, en fait, à chaque fois que tu rencontres un échec dans ta vie, tu es déshonoré et donc tu dois en finir avec ta vie, en fait. Tu ne mérites pas de vivre. Voilà, c'est horrible, hein, mais ça a encore lieu aujourd'hui, quoi. Donc, ouais, voilà.
Et oui, c'est... Ouais, ouais, non, mais c'est vraiment... C'est à ce point-là. Et malheureusement... Et il y a beaucoup... Et puis en plus, il y a beaucoup de harcèlement scolaire, etc. Et d'adolescents qui se suicident à cause de ça. Parce que, bah voilà, pareil, c'est lié aussi. Hein. C'est très, très compliqué là-bas. Mais bon, voilà. Donc c'est bien d'avoir aussi des œuvres comme ça qui vont... Parce que j'imagine bien que l'œuvre va dénoncer ça aussi. Bref, et d'ailleurs, dans cette thématique, hein, je vous conseille grandement le drama Death Game, le jeu de la mort sur Amazon Prime, qui est aussi sorti en webtoon. J'ai lu le premier tome d'ailleurs, parce que c'est clairement sur cette thématique et le message est absolument fabuleux. Et le drama est fabuleux aussi. Voilà, si vous savez pas quoi regarder comme série, Amazon Prime, le jeu de la mort, fabuleux. Voilà. Il y a énormément de thématiques en plus dans ce drama, c'est ouf. Non, t'as raison. Non, non, Malou, c'est pas du tout une question con. Si, bien sûr que la nouvelle génération évolue. Et d'ailleurs, justement, c'est pour ça qu'on a des œuvres comme ça qui viennent un peu dénoncer cette idée. Il y a aussi cette idée-là dans Godzilla. Alors oui, vous allez me dire Godzilla, un truc grand public et tout, mais non, mais en vrai, en vrai, il y a aussi des messages très profonds dans, pas le Godzilla versus Kong, là, cette merde américaine. Non, je parle du Godzilla, le dernier Godzilla, Godzilla Minus One. Le dernier Godzilla japonais là, qui est sorti assez récemment, qu'on est allé voir au cinéma. Il y a aussi, parce que ça se passe pendant la guerre mondiale en fait, et la seconde guerre mondiale, et en fait, ça va parler des kamikazes. Et, et franchement, cette thématique, elle est traitée de façon très intelligente et on voit quel point voilà, c'est dénoncé parce qu'il y a ça aussi. Hein. Donc voilà, je parlais des guerriers samouraïs qui se faisaient seppuku, mais il y a aussi évidemment les kamikazes. Les kamikazes, c'est quoi? C'est pareil, tu te sacrifies pour l'honneur, pour la patrie, etc. Et donc là, ça va être dénoncé aussi. Je trouve ça tellement intéressant. Voilà, donc oui, bien sûr, la nouvelle génération remet ça en question, mais ça reste très ancré quand même dans leur mentalité. Hein. C'est très compliqué de changer les mentalités là-dessus. Bref, voilà. Ah, t'as vu, Karine, elle est vraiment bien cette série, hein, Death Game. Ah là là, j'ai kiffé. Bref, pas de soucis, Bubu. Allez, sur ce, je passe à la suite. Complètement, Viviane, évidemment. Évidemment, bah, c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Ouais, je passe à la suite parce que sinon, on va pas finir. Surtout que j'enregistre pour YouTube. Donc, le 4 avril, toujours, sortira Désir immortel de Chloé Gong chez De Saxus dans leur collection Sabran. Avant de parler de la thématique, on en parle de l'aspect physique du livre. Où est le jaspage? Où est le jaspage, Sabran? Vous nous aviez habitués à des magnifiques jaspages. Qu'est-ce que c'est que ça? J'allais dire, qu'est-ce que c'est de cette merde? Non, c'est horrible. Non. En vrai, le livre est magnifique, hein, même sans jaspage. Mais c'est juste que on est tellement habitués à ça. Que se passe-t-il? Surtout que moi, j'ai le premier de Chloé Gong, là. C'est quoi? C'est Plaisir violent. J'ai toujours pas lu, d'ailleurs. Je le lirai pour Lisons l'Asie. Donc là, c'est une nouvelle duologie. C'est une nouvelle duologie, c'est le premier tome. Donc je crois... Alors, mince. Ah, c'est pas marqué là. Le nom de la saga, je sais plus comment elle s'appelle. Les dieux, il y a le mot dieu dedans. Bref. Donc on est dans une réécriture de l'histoire d'Antoine et Cléopâtre. Ça peut être intéressant. Donc on est dans le royaume de Tallinn. Donc là on a vraiment de la fantaisie hein, quand même. Tu te rappelles plus du titre du film? L'acteur qui joue dans le film s'est suicidé. Ah Sleep. Parce que effectivement ouais, du coup on revient sur la thématique du suicide, pardon, mais vite fait. Il y a un film coréen qui est dans les salles actuellement qui s'appelle Sleep, SL2EP, qui parle de somnambulisme. C'est un film d'horreur. Hein. Et il se trouve que l'acteur de ce film, il s'est suicidé assez récemment, et justement pour ces raisons-là, parce que déshonneur, alors je crois que c'est parce que, il a trompé sa femme avec une prostituée,
et ça a été rendu public, et il s'est suicidé. Et t'as raison, bravo Patty d'avoir sorti ça, parce que du coup ça illustre totalement ce que je disais plus tôt. Vous vous rendez compte, enfin, juste pour ça, je suis désolée, c'est ok, c'est horrible de tromper sa femme avec une prostituée, certes, mais de là à harceler un homme, parce que c'est ça ce qui s'est passé, c'est que voilà, il a subi du harcèlement, et finalement de le pousser au suicide. Waouh! On n'a pas les mêmes priorités dans la vie, en fait. C'est un truc de fou. Donc ouais, c'était... Ah oui, non, pardon, c'était... Ben non, si, il y avait une truc de prostituée. Tu dis, il a été accusé de consommer de la drogue. Il me semblait qu'il y avait un truc qu'il avait trompé, ça va, une prostituée, à moins que je confonde avec une autre affaire, mais il me semble que c'était ça. Bon, mais pareil, consommer, vendre de la drogue, c'est pareil. Je veux dire, c'est pas... enfin, faut arrêter, quoi. On n'est pas sur quelqu'un, par exemple, on n'est pas sur quelqu'un qui est un violeur ou un tueur, ou voilà. Là, on est sur des c'est même pas des... Enfin, là, c'est un délit, c'est des délits mineurs, quoi. Je veux dire, voilà, bref, c'est chaud, en tout cas. Voilà. Donc, c'était... Oui, c'était un acteur de Parasite, tout à fait Malo. Pardon, je sais plus le nom de l'acteur, par contre. Alors là, excusez-moi là-dessus, qui va peut-être le dire. Mais voilà. Donc, je reviens sur Chloé Gong. Après ces digressions. Désolée pour les digressions. Donc, dans cette histoire, voilà, on est dans le royaume de Tallinn. Et dans ce royaume de Tallinn sont organisés des jeux. Alors, vous vous doutez bien que ça va pas être des jeux gentillés. Évidemment, on est dans une arène. Voilà. Donc, je pense que c'est un peu comme des jeux romains. Et on nous dit... Voilà, des jeux qui promettent d'inimaginables richesses à son unique vainqueur. Donc on sent le truc à la Battle Royale, Hunger Games, toi-même tu sais. Bon, j'espère que c'est pas que ça, je pense pas que ce soit que ça. Puisque on nous dit, donc on va suivre la princesse Kala, dont les parents ont été assassinés de sa propre main. Elle a tué ses parents et elle a fui. Mais elle veut absolument, en fait, pourquoi elle a tué ses parents? Parce que pour elle, je pense, voilà, c'est ça, ce sont eux qui ont instauré cette tyrannie des jeux, là, des jeux sanglants, et elle veut absolument mettre au point un plan pour arrêter, voilà, cette monarchie tyrannique. Et on va suivre aussi Anton, qui est un membre en exil de la famille royale. Et en fait, il se trouve que on nous dit son amour d'enfance est gravement malade. Et il va vouloir, donc Anton va vouloir participer au jeu pour gagner de l'argent, pour pouvoir sauver son ami. Et en fait, il se trouve que Kala et Anton vont se rencontrer et vont sceller un pacte ensemble. Voilà. Donc je pense qu'évidemment, il va y avoir une romance, tout ça, tout ça. Interesting. Voilà, j'ai toujours pas lu Chloé Gong, mais je lirai cette année pour Lison l'Asie, donc on verra, qui sait, peut-être je continuerai aussi avec cette duologie. Voilà. Faut pas désespérer pour le jaspage. Ah, peut-être, t'as raison, Malo. Ah, je me souviens pas qu'il présentait les versions blanches d'abord. Moi, il me semblait qu'il présentait de suite les jaspages, mais t'as peut-être raison. Ok, ça marche. Bon, ben, alors peut-être il y aura du beau jaspage. Ah, désolé pour les pubs. Je passe à la suite. C'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir le petit diapo qui résume tout. Quand il y a des pubs comme ça, au moins vous avez quand même des infos. Je passe à la suite avec... Sève a vachement donné envie de le lire, celui-ci, n'est-ce pas? Donc, Un enfant sans histoire d'Amélie Antoine, qui sortira le 4 avril, toujours aux éditions Le Muscadier, comme son précédent. Donc on n'en sait pas beaucoup et c'est pas étonnant parce que Amélie Antoine en général, ben voilà, il y a vite le twist qui arrive avec Amélie Antoine, donc c'est bien d'en savoir très peu dès le départ. Et là, voilà, on va suivre donc un petit garçon qui s'appelle Vadim, qui a 5 ans, son petit frère s'appelle Nathan. Vadim, c'est le plus sage des deux. Et puis, mais il a aussi un grand frère qui s'appelle Volodia. Mais sa mère n'aime pas trop quand Vadim parle de Volodia, parce que d'après elle, il n'existe pas. Voilà.
Mais Vadim nous dit, mais c'est pas qu'il n'existe pas, c'est juste que les autres le voient pas. Voilà, donc ça sent le truc ami imaginaire, je sais pas, grand frère décédé, j'en sais rien, je ne sais pas, je ne veux pas savoir. J'essaye de délettre la vie de Sèvres, ouais, tu m'étonnes, moi aussi, j'avoue, mais moi, j'adore Amélie Antoine, donc c'est clair que, bon. Mais après, oui, hein, même les auteurs et les autrices qu'on aime peuvent faire des fois des livres qu'on aime moins, donc à voir, mais après, moi, j'ai pas toujours des goûts identiques à ceux de Sèvres, donc voilà, je désespère pas non plus, hein. On verra bien. On verra bien. Ah, toi, tu l'as lu, Alice, et t'as aimé. Bon, bah, comme quoi, ça ne veut rien dire. Patty. Ça ne veut rien dire. Eh ben, écoutez, on verra bien. Bon, de toute façon, moi, voilà, ce sera pas pour tout de suite, hein, celui-ci. Mais oui, je pense que, à terme, je le lirai. Voilà pour celui-ci. Toujours le 4 avril. Et je vous avoue que celui-là, je l'ai mis uniquement pour l'autrice. Clairement. Donc, sortira Une époque en or de Titiou Lecoq aux éditions L'Iconoclaste. Et honnêtement, si j'avais lu ce synopsis sans savoir que c'était Titiou Lecoq, j'aurais dit rien à battre. Mais c'est Titiou Lecoq. Et comme j'aime beaucoup cette autrice, j'aime beaucoup cette femme, d'une façon générale, hein, voilà. Parce que oui, non mais clairement Malo, donc là, on va suivre une famille française, donc c'est Chloé qui, avec son compagnon, sa belle-fille et son fils, voilà, donc j'imagine que son compagnon il avait une fille d'avant leur histoire. Donc voilà, on va suivre un peu le quotidien de cette famille. Et il se trouve que Chloé, notamment, elle fait partie d'un club qui s'appelle le Club des Belles-Mères Anonymes. Voilà. J'imagine, parce qu'elle a un fils... voilà. Vous m'avez suivi, bref. Mais voilà, la lassitude guette Chloé. Elle a aussi, en plus, elle est éco-anxieuse, hein, ce qu'on appelle l'éco-anxiété, c'est-à-dire l'anxiété due notamment au réchauffement climatique. Mais tout va basculer un jour avec la révélation d'un secret de famille. Voilà. J'en sais pas plus. Mais on est dans un truc un peu feel good, je précise. On n'est pas dans un truc, c'est pas parce qu'il y a révélation d'un secret de famille que ça va être un roman noir. Pas du tout, pas du tout, du tout. Voilà. Donc, bon, je l'ai mis, voilà. Après, je me dis, c'est Titiou Lecoq. Elle va nous faire forcément un truc féministe, un truc assez drôle. Mais, voilà. Mais... Ah oui, Malou, bah, c'est l'autrice de... Titiou Lecoq, c'est l'autrice, notamment, hein, des Grandes Oubliées, qui est un essai féministe sur le fait que les femmes aient été effacées de notre histoire, en fait. Et c'est non seulement c'est passionnant, mais en plus c'est très drôle. Et vraiment, voilà, je vous recommande fortement cet essai. Et après, elle a écrit des romans. Moi, j'ai un roman d'elle aussi qu'il faut que je lise, qui s'appelle Les Morues. Et j'avais rencontré Titiou Lecoq, j'avais vu une conférence dans un salon littéraire, et franchement, elle est passionnante, elle est super drôle, et voilà. Vraiment une femme en or. Ah, t'avais lu La théorie de la tartine, il était bien. Donc voilà. Ah oui, Les Grandes Oubliées, je le conseille fortement. Vous allez vous régaler. Franchement, vous allez vous régaler. Vraiment. Voilà pour celui-ci. Toujours le 4 avril sortira Girls Bazaar de Ruchira Gupta, qui est une autrice indienne. Ça paraîtra chez Slalom. Vous savez que moi j'aime beaucoup les romans, donc c'est du young adulte, hein, à chaque fois Slalom, mais j'aime beaucoup moi les romans Slalom. Je trouve qu'à chaque fois il y a une originalité. C'est jamais des claques, voilà, enfin si, j'ai eu un coup de cœur quand même Slalom, c'était avec Felix Ever After, ça avait été un gros coup de cœur. Mais à chaque fois, voilà, c'est toujours des lectures très sympathiques. Et là, attendez, il faut que je boive un coup là parce que je commence à avoir mal à la gorge. Et là, dans cette histoire, on va suivre Ira
ou Hera d'ailleurs, je suis pas sûre de la prononciation, on va dire Hera, qui vit dans un bidonville au nord de l'Inde avec sa famille, mais un jour elle va être renvoyée de l'école parce qu'elle s'est battue avec un garçon. Et elle sait que malheureusement, à cause de ça, son avenir est totalement menacé. En plus, voilà, dans sa tribu, bon, les adolescentes, elles n'ont pas beaucoup d'autres perspectives d'avenir que la prostitution. Mais un jour, Ira va rencontrer la directrice d'un foyer de jeunes filles et elle va obtenir sa protection. Donc c'est Rinidi, elle s'appelle la directrice. Et Rinidi va enseigner à Ira un sport de combat. Il s'agit du kung-fu, oui, c'est assez original, pourquoi pas. Et en fait, Ira va donc s'initier à cet art martial et du coup, à la base, c'était censé être un cours d'autodéfense, hein, voilà, puisqu'on rappelle la situation des femmes en Inde. Hein, et finalement, ça va devenir carrément un véritable enjeu, même une question de vie ou de mort pour elle et sa famille. Voilà. Ça a l'air très très bien. Oui, c'est très coloré, j'aime beaucoup beaucoup cette couverture, c'est très beau. Voilà, ça a l'air très intéressant. J'aime beaucoup ce genre de thématique. Ouais, moi ça me plaît carrément aussi, voilà. Très, très empouvoirant, quoi. Girl power, tout ça, avec bien sûr une situation très dure, enfin de la dénonciation bien sûr de la condition des femmes en Inde. Ça a l'air très bien. Voilà pour celui-ci. Toujours le 4 avril, on change totalement de style, avec L'heure du retour de Christopher M. Hood, donc qui sortira chez Sonatine. Et là, on est dans un roman post-apo. Ça, c'est bien. Malou. Donc, en fait, on est quelques décennies dans le futur. Voilà, dans un futur plus ou moins proche, on va dire. On est dans l'état de New York et on va suivre Bill et Pénélope, qui, je pense, sont un couple, oui. Voilà, ils vivent une vie plutôt normale, ils ont un petit potager, voilà, tout va bien. Bill, il a un cabinet de psychologue, mais sauf que, voilà, on se rend compte petit à petit dans le synopsis que la vie est pas si normale que ça, puisque, en fait, donc on comprend rapidement qu'il y a un problème au niveau comment dire, confort de vie qui a changé, puisque s'ils ont un potager, c'est parce que finalement ils se nourrissent de leur potager, que le cabinet de psychologue il est plus trop fréquenté et que les rares clients payent Bill en boîte de conserve et non plus en argent. Donc voilà, et en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il se passe ça? Parce qu'en en fait, il y a eu un virus qui est venu donc des glaces fondues de l'Islande. Hein. Ça c'est un truc réel qu'on craint beaucoup. Hein. Vous savez que la fonte des glaciers libère des virus qui sont là depuis des milliers d'années. Et donc ce virus a décimé le monde. Voilà, donc il reste quelques survivants, notamment Bill et Pénélope et leur fille qui s'appelle Anna. Anna, elle est coincée dans son campus en Californie depuis le début de l'épidémie. Et en plus, elle a rejoint, donc leur fille, elle a rejoint un culte, voilà, une genre de secte hein, qui s'appelle le Revival. Donc, Bill et Pénélope décident de partir à son secours et donc va s'engager un road trip à travers les États-Unis, puisqu'on rappelle que eux, ils sont dans l'État de New York et que leur fille est en Californie, donc à l'extrême opposé. Et voilà, donc on est dans un road trip sur fond de post-apo, ça a l'air vachement bien, c'est tout à fait le genre de truc que j'aime. Coucou Marjorie, comment ça va? Moi aussi, je suis contente d'être de retour, merci en tout cas. Donc voilà, celui-là, autant dire qu'il me hype pas mal, donc vraiment, vraiment, c'est tout à fait pour moi. On passe à la suite et on est toujours le 4 avril. Sortira le nouveau Jonas Bo, Rat Island. Donc, comme de la jalousie, c'est un recueil de nouvelles
Donc là, mais là on est sur, donc de la jalousie, c'était sur le thème de la jalousie, comme son nom l'indique. Là, on est dans des dystopies, en fait, dystopie slash post-apo, visiblement. Donc il y a 5 nouvelles qui sont toujours situées dans un futur un peu indéterminé, voilà, et notamment Rat Island, qui imagine un avenir possible pour nos sociétés occidentales, c'est-à-dire donc des membres fortunés de l'élite qui attendent en haut d'un gratte-ciel l'arrivée d'un hélicoptère qui va les transporter dans un havre de paix et de sécurité. Alors que à leurs pieds, évidemment, il y a le petit peuple qui crève la dalle, évidemment, sans abri, tout ça, qui lutte pour survivre dans des rues dévastées. Il y a des gangs à moto, etc. Voilà, donc ça, bon, on est un peu dans Mad Max, hein, ça fait un peu Mad Max, je sais pas pourquoi. Voilà, voilà, et puis apparemment les autres nouvelles sont un peu de cet acabit aussi. Bon, je suis pas sûre que je l'achèterai, mais en même temps, j'ai beaucoup aimé de la jalousie. J'ai pas aimé toutes les nouvelles, mais c'était assez sympa. Donc là, et en plus, moi j'adore les dystopies, hein, toi-même tu sais, Bubu. Il y a des pièces de jeux d'échecs. Ah oui, t'as raison, Karine. Bien ouais, effectivement, pour le défi lecture. Donc, ouais, moi j'adore les dystopies, j'adore le post-apo, donc ça peut me plaire. À voir pour celui-ci, en tout cas. Il sortira chez Gallimard, dans leur série noire. On passe à un manga, toujours le 4 avril, avec La collectionneuse de Yosuke Takahashi, qui sortira aux éditions Imo. Et donc on est sur, alors on est aussi un peu sur un recueil de nouvelles, hein, en fait, mais cette fois des nouvelles horrifiques, un peu à la Junji Ito, hein, finalement, vous savez mon amour pour Junji Ito, cet auteur, ce mangaka japonais d'horreur. Donc là voilà, on a un ensemble de nouvelles, 12, pardon, oui c'est ça, il y a 12 petites histoires. Donc un mélange, voilà, on ne dit pas trop de quoi ça parle, mais on dit un mélange de mystère et de fantaisie qui sait attiser la curiosité du lecteur pour le morbide. Voilà, donc Yosuke Takahashi joue avec le registre des histoires d'horreur, notamment, donc ça va parler de démons, de fantômes, etc. Voilà, j'en sais pas plus, mais voilà, moi j'adore l'horreur japonaise, donc forcément, c'est pour moi, ça c'est typiquement un manga qu'on peut acheter aussi avec Kim, hein. Lui aussi c'est tout à fait son kiff, donc voilà pour celui-ci. Toujours le temps, ouais, il est déjà 10h, on n'est que 4 avril, je vous dis pas quoi. Fouf, allez, je vais accélérer un petit peu quand même, hein, parce que c'est pas tout ça. Toujours le 4 avril sortira La famille de Sarah Messa aux éditions Grasset. Je déteste la couverture, vraiment, le crayon mâchonné là, c'est vraiment extrêmement moche. Quelle idée d'avoir fait ça. Donc, dans cette histoire, donc l'autrice est espagnole, hein, je précise, on est dans un contemporain qui peut-être vire un peu au thriller domestique, je sais pas trop. Donc, on va suivre un homme qui élève ses 4 enfants avec des valeurs laïques en érigeant Gandhi comme modèle de rigueur morale. Sauf que sa femme, elle est pas de ouf avec cette idée-là. En fait, voilà, les 4 enfants qui s'appellent Martina, Damian, Rosa et Aquilino sont... Ou Aquilino non, je pense que c'est Aquilino. Plutôt, Aquilino, c'est en italien, Aquilino, c'est en espagnol. Ils sont obligés, voilà, de se soumettre à ces règles. Martina, elle, notamment, elle a été adoptée, elle vient d'être adoptée assez récemment, alors que c'est... Et donc, il faut préciser que le père et la mère, là, c'est son oncle et sa tante, en réalité. Mais du coup, elle doit les appeler papa et maman. Damian, lui, il est en surpoids, il va être mis au régime. Rosa, elle, qui est... Donc, elle, apparemment, elle est assez âgée, puisqu'elle est institutrice. Elle est kleptomane et voilà, elle comprend que sa kleptomanie vient visiblement avec des traumas de l'enfance. Et enfin, Aquilino, qui va réussir à changer de nom, va lui être assez rusé pour contourner l'autorité parentale.
Voilà, donc on est vraiment sur une histoire de famille, de père toxique, hein, clairement. Ouais, elle fait pas terminer, ouais, c'est vrai. Ça fait un peu auto-édition, genre j'ai fait ma couverture sur Paint parce que j'avais pas de quoi me payer un graphiste, quoi. Ça fait un peu ça, hein. Franchement, je suis désolée, mais moi, une couverture comme ça, je la fais facilement, hein. Voilà, je veux pas dire, mais un fond blanc, tu fous un crayon, et voilà, avec une petite ombre, là, allez, c'est bon. Ça y est, j'ai fait ma couverture, yes! Franchement, toi, ça te gêne pas trop. Oui, c'est sûr, c'est sobre. Après, c'est pas laid en soi, mais c'est pas ouf, quoi. Franchement, c'est grassé, quoi. Merde. Grassé, ils ont de quoi se payer un bon graphiste, quoi. Vraiment. Ouais, c'est ça, Malou. C'est ça. Bref, voilà. Mais l'histoire a l'air intéressante, donc à voir. Par contre, ah ouais, je me suis trompée, pardon. Le prix, c'est 22 euros, excusez-moi. C'est 14 euros, c'était le truc d'avant. Évidemment, j'ai oublié de modifier. Sorry, c'est 22 euros, évidemment que 14 euros, ça aurait été pas cher. Voilà. Sorry pour cette petite erreur. Vous savez qu'il y a toujours des petites coquilles qui se glissent dans mes diapos, hein. Évidemment, évidemment. Ensuite, on saute directement au 10 avril. Sortira Les Astres Ravagés de Megan O'Keeffe, qui est le premier tome d'une trilogie qui s'appelle Les Mondes Dévastés. Donc, dans cette histoire, on va suivre Naira, je ne suis pas sûre de la prononciation, on va dire Naira, qui est révolutionnaire. En fait, on est dans un space opéra, je précise. Il se trouve que on va donc le synopsis il fait un peu brouillon, mais on va essayer de mettre les choses dans l'ordre. Donc on a une famille toute puissante qui s'appelle la famille Mercator, qui contrôle l'exploration de l'univers depuis des décennies et qui exploite toutes les matières premières des planètes habitables, vivables. Et du coup, en fait, le problème, c'est que du coup, ça va anéantir. À chaque fois, en fait, ils poncent complètement les planètes de toutes les ressources exploitables et donc ils pourrissent toutes les planètes. Tout ça pour favoriser, soi-disant, pour favoriser l'expansion de l'humanité. Ça fait un peu penser aux colonies, hein, pardon, mais on est encore un peu dans une dénonciation de la colonisation, là, clairement. C'est pour ça que j'aime bien aussi. Sauf que donc on va suivre Naira qui elle est une révolutionnaire, elle connaît la vérité et elle a bien l'intention de faire tomber la famille de l'intérieur. Et on va aussi suivre Tarkin, c'est non je vous jure, qui est l'héritier de la dynastie, mais sauf que lui il n'a pas du tout envie de suivre les traces de son père en fait. Et donc en fait bah voilà, les deux vont être amenés à se rencontrer. Je sais pas s'il y aura une romance ou quoi, je pense pas que ce soit le but du livre honnêtement, parce que là on est vraiment dans un truc un peu plus voilà, peut-être un peu plus politique, je pense. Voilà, en fait ils vont devoir s'allier tous les deux et ils vont découvrir qu'il y a un truc encore plus gros, visiblement un gros complot derrière tout ça. Ça a l'air pas mal du tout, moi c'est assez ma cam ça, donc voilà, j'attends un peu de voir les avis, ça sortira chez Brajlon, j'attends un peu de voir les avis là-dessus. On passe au 11 avril, sortira À cœur ouvert de Leslie Wolf, je pense. Donc, aux États-Unis ça se prononce vraiment en W. Chez Gallimard dans leur série noire. Et dans cette histoire, on va suivre Anne qui a tout pour elle, voilà, mariage heureux, une belle maison, une brillante carrière de chirurgienne cardiaque qui fait même la renommée de l'hôpital où elle travaille. Mais le problème, c'est qu'un jour, alors qu'elle fait une opération banale pour elle, hein, du cœur, le cœur de son patient refuse de repartir normalement. Et il se trouve que en fait, elle va reconnaître le visage de son patient et elle va décider de ne pas le réanimer. On va suivre en parallèle Paula, qui est avocate au bureau du procureur d'État, qui va décider d'enquêter sur cette mort, qui semble pourtant anodine, hein, puisque en vrai, j'imagine que officiellement, elle n'a pas réussi à le ranimer.
Voilà, mais voilà, Paula, elle trouve ça un peu suspect, donc elle va enquêter là-dessus. Et Anne, pour se sortir de ça, va trouver comme échappatoire le fait de... enfin, elle va essayer elle-même d'investiguer sur les raisons de l'arrêt cardiaque. Parce que elle l'a pas réanimé, mais à la base, l'arrêt cardiaque, c'est pas elle qui l'a provoqué. Elle va essayer, voilà, de comprendre ce qui s'est passé. Et vous l'aurez compris, comme c'est quelqu'un qu'elle connaît, on ne sait pas qui c'est, mais c'est quelqu'un qu'elle connaît, et donc on va nous raconter son propre passé. Et donc j'imagine que voilà, il va y avoir toute une histoire autour de ça. Ça a l'air. Voilà. Moi, pour le coup, ouais, je suis très 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 curieuse de celui-ci. Vraiment. Pareil, j'attendrai un petit peu les avis, mais il me tente bien. Il me tente très très beaucoup bien. Donc voilà pour celui-ci. J'accélère un peu, vous l'aurez compris, mais voilà. Parce on a fait trop de digressions. Toujours le 11 avril, on reste dans le thriller avec une nouvelle sortie chez Sonatine. Il s'agit de Après minuit de Gillian McAllister. Donc on est en 2022, on est dans la banlieue de Liverpool et on suit Jen, donc qui est une mère de famille qui guette le retour de son fils. Voilà, il est minuit. Donc Todd, c'est le fils en question, il a 18 ans, voilà, bon, pourtant il a la permission de sortir jusqu'à 1h du matin, donc elle ne devrait pas s'inquiéter. Mais voilà, mais Jen, ça reste une maman avant tout, et donc tant qu'il n'est pas rentré, elle est quand même un peu angoissée. Donc heureusement, son fils va enfin apparaître, voilà, dans la rue, donc elle est soulagée. Le problème, c'est que alors qu'enfin elle est soulagée de voir son fils rentrer, elle assiste à un meurtre, non pas le meurtre de son fils, mais le meurtre d'un inconnu par son fils, puisque son fils vient de poignarder quelqu'un sous ses propres yeux. Donc la police, évidemment, vient incarcérer le fils. Et le truc, c'est que... c'est un truc de fou. Donc on est visiblement dans un thriller avec une touche de fantastique, je sais pas, j'en sais rien, ou alors c'est un truc, comme dirait Seth, psychopsychiatrique, puisque le lendemain, quand Jen se réveille, son fils, il est dans sa chambre, comme si rien ne s'était passé. Et le truc, c'est que, en fait, qu'est-ce qu'elle voit? On était, alors la nuit du meurtre, c'était le 30 octobre, du moins 30 octobre à minuit, donc le 29 au soir, hein, vous l'aurez compris. Or, elle va se réveiller le 28 octobre. Voilà. Que s'est-il passé? Boucle temporelle, ça sent un peu la boucle temporelle. Ça sent un peu ça. Voilà, ça a l'air bien. Ça a l'air très 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 intriguant. Ça a l'air très... Je sais pas, ça peut être du fantastique. Je n'ai pas précisé fantastique, ça peut être du fantastique comme ça peut être aussi un truc psychiatrique, on ne sait pas trop. Voilà, on ne sait pas trop, je suis curieuse en tout cas. Voilà pour celui-ci. Toujours le 11 avril sortira le très attendu nouveau Barbara Abel, parce qu'elle se fait désirer quand même, Barbara Abel, comme si de rien n'était. Donc moi, vous savez que j'aime beaucoup cette autrice, évidemment. Donc, dans cette histoire, donc ça sortira au Récamier. Dans cette histoire, on va suivre Adèle. Adèle qui aime beaucoup que toute chose soit à sa place. Et il se trouve qu'un jour, en fait, alors que son fils est à un cours de musique, elle va rencontrer son nouveau professeur de solfège, qui s'appelle Hugues. Lui, il lui dit qu'il la reconnaît, mais elle ne sait pas qui il est, et en plus, il l'appelle Marie, alors qu'elle s'appelle Adèle. Or, chez Hugues, lui, c'est de l'inverse. Lui, c'est l'inverse d'Adèle. Adèle, elle veut que tout soit toujours sous contrôle, tout soit à sa place, etc. Hugues, il est plutôt bordélique, lui.
en l'occurrence, et il se dit que le retour de cette Marie, c'est un cadeau qu'il attendait depuis longtemps, même si elle prétend ne pas le connaître. Voilà, comme d'hab, voilà, très mystérieux. Alors, Barbara Abel, c'est toujours des thrillers familiaux, hein, donc on va voir un petit peu où ça va nous mener tout ça. Viviane. Mais voilà, bon, moi j'aime beaucoup à chaque fois ce que nous propose cette autrice. Donc, alors, il y en a plus que d'autres, on va dire, mais non, j'ai pas lu toutes ses fautes. Je sais qu'il faut que je le lise. Grandement recommandé par Viviane. Mais ouais. Petit de la couve ressemble comme deux gouttes d'eau à ma nièce. Ah, c'est vrai, Malou? Ah, c'est marrant. C'est marrant. Ah, du coup, c'est peut-être une petite. Non, je pense que c'est un garçon, puisqu'on parle de son fils. Je pense que c'est un garçon. Bref, voilà. Bah écoutez, à voir. À voir là-dessus. Alors, ensuite. Toujours le 11 avril. Alors, celui-là, il va moins vous plaire. Hein. C'est un petit kiff pour moi, là, pour le coup. Sortira Kiss and Tell de Adib Khorram aux éditions Akata dans leur collection Young Novel. Pardon, c'est un roman, hein, c'est pas un manga. Akata ne fait pas que des mangas. Donc dans cette histoire, en fait, voilà, moi j'aime beaucoup les Young Novels de chez Akata. J'aime beaucoup Akata d'une façon générale, donc voilà, parce qu'en fait, c'est pareil, il y a toujours des propositions avec des thématiques assez plutôt poussées finalement, derrière le côté un peu young adulte, léger, etc. Je me rappelle notamment de Nous ne sommes pas libres sur les camps de concentration japonais là, qui m'avait trigger, mais dans le bon sens du terme. J'en avais chialé de ce livre. Donc voilà, sous l'aspect un peu léger, il peut y avoir. Donc, voilà. Après celui-là, il a l'air vraiment très léger quand même. On n'est pas. Mais bon, bref, on va suivre dans cette histoire Hunter qui fait partie d'un groupe d'idoles, d'un boys band en fait. Hein. C'est le seul membre gay de son groupe. Et il a du mal à gérer son image publique en fait, parce que ben voilà, il doit à la fois être un modèle pour les personnes queer, parce qu'il représente voilà la communauté LGBT+, et en même temps, le problème c'est que être gay, ben, c'est pas forcément bien vu non plus, et donc il doit répondre aux exigences de son label de musique, qui cherche plutôt à lui imposer une façon d'être assez formatée, quoi, assez prude. Et du coup, voilà, il a du mal à gérer tout ça tout en restant professionnel, parce que je rappelle que la vie des idoles, alors je sais pas si c'est en Corée, on sait pas trop en fait, non, c'est juste rien à voir avec la K-pop en fait, je sais pas pourquoi dans ma tête c'était ça, mais non, parce que ça ressemble, parce qu'il y a un truc de boys band. Mais bon, j'imagine bien que c'est quand même beaucoup de travail. Du coup voilà, et en plus le pauvre Hunter il a un chagrin d'amour, voilà, il sort d'une rupture, et donc il va décider de se concentrer sur sa carrière, mais voilà, il va malheureusement, le problème c'est que il ne peut pas être en couple, parce que ben voilà, ce serait pas forcément bon pour son image, etc. Et évidemment il va tomber amoureux, quand même, tu sais. Voilà, bon, moi j'aime bien les histoires de musique, tout ça. En plus, il y a le truc LGBT dedans. Voilà, bon là je l'ai mis pour mon propre petit kiff. Je sais que ça vous plaît pas, mais... mais voilà, après, bon, honnêtement, c'est pas... Il me hype pas non plus de ouf. Voilà, je l'ai mis parce que j'aime bien les thématiques, mais... Voilà, à voir les avis. Ensuite, toujours le 11 avril, on est encore dans du young adulte, voire du jeunesse d'ailleurs. J'en sais pas beaucoup sur ce titre. Il s'agit de Méduse de Jessie Burton. Et Jessie Burton qui d'habitude écrit des romans adultes, et qui là a décidé de faire du jeunesse. Ça sortira chez Gallimard Jeunesse. Et donc on est dans une réécriture de Méduse, du mythe de Méduse.
puisque voilà, donc je rappelle que Méduse est à la base une jeune femme qui a été, alors j'ai peur de vous dire des bêtises, il me semble qu'elle a été violée par Poséidon. En tout cas, c'est un truc comme ça, et je crois que pour la punir, oui, parce que forcément, les femmes qui sont violées dans la mythologie grecque, elles sont punies, bien sûr. Voilà, elle est transformée en chimère. Oui, totalement. Et donc là, voilà, on va suivre Méduse qui vit en fait exilée sur une île lointaine, du coup, hein, jusqu'à ce qu'un jour Persée arrive. Donc vous savez, hein, Persée, qui vient combattre Méduse, sauf que elle sait pas qu'il vient pour la tuer. Donc elle voit ce jeune homme arriver, elle se dit ah super de la compagnie, elle tombe amoureuse et évidemment voilà, bon, comme vous voyez les 3 titres, hein, survivante, amoureuse, trahie, voilà, toi-même tu sais. Voilà, bon, je ne vais pas tout raconter, mais en tout cas, petite réécriture de Méduse, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est pas la seule d'ailleurs dans la sélection. On change de style. Avec, donc toujours le 11 avril, avec Shari La Pena ou La Peña, il me semblait que ça s'écrivait avec un tilde. Mais bon, j'ai peut-être halluciné. Repas de famille, le nouveau Shari La Pena. Donc, dans cette histoire, donc elle, c'est vraiment du pur thriller domestique. Hein. Ah, il me semble bien que c'était Poséidon, ouais. Pur thriller domestique, donc on est dans une famille avec encore un patriarche toxique, tiens, ça nous avait pas manqué, voilà, donc il y a 3 enfants. Donc en plus, on va suivre notamment, donc on va suivre tous les enfants en fait, donc il y a Dan, qui est le seul fils de la fratrie, qui est pas vraiment une fratrie, du coup, une Adelphi, comme on peut dire, qui est furieux contre son père parce que son père a vendu l'entreprise alors que l'entreprise familiale, alors qu'il espérait la reprendre. Catherine, qui est l'aînée, qui n'a pas été ravie d'apprendre que ses parents comptaient se séparer de la villa dont elle rêvait d'hériter, décidément, tout l'héritage tombe à l'eau. Et enfin Jenna, la cadette, qui est une artiste qui du coup vit dans la menace de se voir couper les vivres parce qu'elle n'a pas un vrai travail. Mais le truc, c'est qu'un jour, les parents vont être retrouvés assassinés après un repas de famille qui a tourné au règlement de compte. Et donc, évidemment, tous les enfants sont suspectés. Voilà. Voilà, voilà. Bisous, Malo. Bonne nuit. Ouais, mais il est dans la liste, Malo. Il est dans la liste, c'est juste que je suis très longue. Bisous, bisous. Merci d'avoir été là, en tout cas. Donc voilà, bon, moi, clairement, je pense pas que j'irai. Je sais pas. À moins qu'on me dise, waouh, c'est génial. On sait jamais. Mais c'est vrai que bon, ça peut être un peu redondant. Je sais pas. On verra, on verra, on verra. J'attendrai l'avis de Viviane, la spécialiste en thriller domestique. Toujours le 11 avril, grosse vague le 11 avril aussi. Hein. Sortira le premier tome de She's Beautiful de Jun Esaka et Takahide Totsuno. Alors, on est dans un thriller assez original. Donc, alors, pareil, là, je sais pas combien il va y avoir de tomes, donc j'irai pas forcément de suite en tout cas. Donc, en fait, on va suivre Kurumi qui, à chaque réveil, la mémoire s'efface. Voilà, donc en fait, elle se rappelle jamais de ce qu'elle a vécu la veille, quoi. Donc, elle repart toujours sur une nouvelle journée. Ça me rappelle un film, ça, avec Adam Sandler. Hein. Bon, c'était un film à la con, mais c'était le même pitch. Elle se réveille à chaque fois avec sa mémoire. Elle n'a plus de mémoire. Elle a perdu la mémoire à chaque réveil. Et en fait, elle va... Donc on va suivre l'enclos, qui est un mystérieux centre de recherche qui élève des petites filles. Et c'est là qu'en fait, Kurumi a grandi. Et en fait, elle va s'endormir la veille de son 10e anniversaire. Et quand elle va se réveiller, et ben 14 ans auront passé. Elle aura 24 ans. Elle ne sait pas où elle se trouve.
Et voilà, donc on va partir avec Kurumi à la recherche de sa mémoire de qu'est-ce qui s'est passé pendant 14 ans. Voilà. Ah, le live de vendredi. Ouais, mais là, c'était chez toi parce que moi, mon vendredi, ça allait le live de Sèvres, hein, je pense. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Les 50 premiers rendez-vous. Ouais, peut-être, ouais. Ça devait être ça. On passe au 12 avril avec une BD. C'est l'adaptation en BD de Petit Pays de Gaël Faye. Donc par Sowa et Savoya Sylvain. Marzena Sowa et Sylvain Savoya, très précisément, je vois ça a été écrit dans l'autre sens. Donc dans cette histoire, on va suivre Gabi et Anna, qui sont des enfants franco-rwandais qui ont été et qui se sont exilés au Burundi, mais qui vont voir leur quotidien bousculé par la guerre civile. Donc voilà, vous savez, guerre civile au Rwanda, les Hutus contre les Tutsis. Et voilà, donc un peu autobiographique hein, aussi cette histoire. Mais voilà, du coup, je voulais vous proposer cette adaptation en BD. Du coup, je fais vite, désolé, tant pis, hein, ça va un peu, pas le choix. On passe au 17 avril avec la sortie d'un manga en one shot. Il s'agit de Devenir enfin moi-même de Yuna Hirasawa. Donc là en fait j'avais déjà lu un manga du même genre d'ailleurs puisque c'est Yuna Hirasawa elle-même qui raconte son histoire dans ce manga. Yuna Hirasawa c'est une femme trans en fait qui s'est rendue en Thaïlande pour subir une chirurgie de réassignation sexuelle et donc elle va raconter un peu comment tout ça s'est passé et évidemment ça va pas être forcément joyeux parce que même si pour elle c'est évidemment joyeux de pouvoir enfin avoir le sexe assorti à son genre, on va dire, ben c'est pas si simple. Et donc voilà, elle va nous raconter tout ça. Typiquement, ça c'est possible que je l'achète en l'occurrence. Toujours le 17 avril sortira donc Invisible de Éloi Moreno qui sortira aux éditions Hachette. Donc on est, j'ai oublié de préciser, contemporain young adult, on est dans du young adult a priori, hein, si je me trompe pas. C'est pas vraiment précisé, cela dit. Pas forcément précisé, mais bon, je suppose. Donc on est sur la thématique du harcèlement scolaire, en fait, voilà, on va suivre... alors je sais même pas si c'est... On ne nous dit pas si c'est un... Si c'est un adolescent. Enfant même. C'est un enfant. Qui rêve d'être invisible. Voilà, alors parce que en fait il est harcelé, hein, voilà, tout simplement. Donc bon, il n'y a pas trop de synopsis, mais en gros c'est ça. Après voilà, on le dit bientôt adapté en série sur Disney+. Donc je me dis que si c'est adapté en série, c'est que ça doit être quand même assez quali. Voilà. Après si je parle vite, c'est aussi parce que j'accélère. Voilà. Voilà, mais en tout cas ça a l'air plutôt intéressant. Oui, je pense que c'est du vu le prix aussi. Donc voilà pour celui-ci. Toujours le 17 avril sortira une BD Méribel, l'enfance meurtrière. Donc la BD est en partie une adaptation du livre de Gita Sereni. C'est quoi une si jolie petite fille, ouais, une si jolie petite fille. Voilà, donc qui parle elle-même de... Ouais. Qui parle elle-même de l'histoire de cette petite fille meurtrière, hein, puisque Méribel, à 10 ans, a tué 2 petits garçons, Martin et Brian, de 4 et 3 ans. Voilà, par étranglement. Elle a été condamnée à la prison à la perpétuité. Voilà. Donc, et intéressant voilà, de connaître son histoire. Donc, si vous avez envie, effectivement, de connaître cette histoire en BD, bah, c'est le moment. Donc, c'est adapté par les auteurs, les autrices même, Théa Roseman et Vanessa Bellardo. Voilà pour celui-ci. Toujours le 17 avril sortira le manga Reflection de Kei Sambe. Kei Sambe qui est l'auteur de Erased, dont j'avais adoré le premier tome. Il faudrait peut-être que je lise la suite d'ailleurs.
Voilà, donc on est toujours avec lui dans du fantastique et toujours lié à la famille aussi, hein. J'ai l'impression que c'est une thématique un peu qui lui tient à cœur. Donc là, on va suivre Minato, qui est un élève de CM2, et sa petite sœur Nagisa, qui sont souvent livrés à eux-mêmes parce que leur mère a l'habitude de s'absenter pendant plusieurs semaines d'affilée. Sympa. Et un beau jour, elle va réapparaître et elle va leur proposer de les emmener dans un parc d'attractions. Du coup, t'es en retard, ma pauvre Karine, par rapport, mais c'est normal. J'accélère et puis comme il y a un décalage, elle va proposer de les emmener dans un parc d'attractions. Mais après les avoir fait monter dans la grande roue, elle va disparaître de nouveau. Et à ce moment-là, la foudre va s'abattre sur la grande roue, même sur la nacelle où se trouvent les deux enfants. Et quand Minato rouvre les yeux, il va se rendre compte que ce n'est plus sa sœur qui est à ses côtés, mais le cadavre d'une parfaite inconnue. Et en plus, il se rend compte que le reflet dans la vitre n'est plus le sien, mais celui d'un meurtrier qui est activement recherché par la police. Waouh! C'est quoi ce... Ouais, c'est normal, Karine. C'est quoi ce truc de ouf, quoi? Oui, je comprends, Karine. Je comprends, Karine. Bah là, c'est réflexion, avec un C de Kei Sandé. Oui, du coup, t'as pas les couvertures. Désolée. C'est pas évident, forcément. Bon, de toute façon, on arrive à la fin. Après, je coupe l'enregistrement, ça ira mieux, je pense. Enfin, on arrive à la fin, il en reste 5 quand même. On va faire vite. On passe au 18 avril. Bah là, il n'y a pas de couverture pour le coup, hein. Et cette fois, j'avais bien marqué le truc sur le visuel. Donc, sortira du Nouveau Monde, le tome 1 de Yusuke Kishi aux éditions Robert Laffont. Alors, Yusuke Kishi, il est connu pour ses thrillers. Notamment, moi, celui que j'avais adoré, c'était La Leçon du Mal. Et plus récemment, La Maison Noire, que j'avais moins aimé. Et là, c'est une saga de SF. Alors, je sais pas combien il y a de tomes, par contre. Saga de science-fiction. On est dans une communauté. D'ailleurs, il me semble que ça a été aussi ça a été adapté en manga. Je crois que j'en avais parlé, je me rappelle. Et là, ça sort en roman. On est dans une communauté rurale japonaise qui a été bâtie au cœur d'une nature luxuriante. Voilà. Les habitants, donc dans un genre d'utopie en fait, hein, les habitants vivent dans l'harmonie, dans l'égalité, voilà, tout se passe bien. Et on suit donc Saki, qui est un adolescent qui attend d'être initié au Juryoku, qui est un puissant pouvoir psychique. On ne sait pas, voilà, mais ça sort d'où, etc. Et en fait, le truc, c'est que Saki va se montrer peut-être un peu trop curieux et il va découvrir que ça peut mettre en péril cette fragile utopie. Voilà, j'en sais pas plus. Mais voilà, ça a l'air extrêmement intéressant. Là, mince, je me suis trompée, pardon. 312 pages, hein, évidemment, encore une coquille. 312 pages, le roman. Voilà. Ensuite, toujours le 18 avril, sortira Sans laisser de traces de Marissa Urgo aux éditions PKJ. Donc, on est dans un thriller young adulte. Enfin, a priori, c'est un thriller, je ne suis pas sûre à 100%, honnêtement. Donc, il va y avoir un crash d'avion. Voilà, et il se trouve que cet avion était piloté par la mère de notre héroïne qui s'appelle Violette. Voilà, donc sa mère était pilote, elle pilotait cet avion de ligne et l'avion s'est crashé. Le problème, c'est que le FBI va enquêter sur ce crash et va tirer la conclusion que c'est la pilote elle-même qui a volontairement fait écraser cet avion. Or, Violette, elle, n'en démord pas, elle est persuadée que non seulement sa mère n'est pas responsable, mais qu'en plus elle est toujours en vie et elle va mener l'enquête et elle va découvrir des vérités qui vont remettre en question toute sa vie. Voilà. Interesting. Moi j'aime bien les histoires de crash d'avion. C'est horrible à dire, mais voilà. Ça a l'air intéressant. Donc c'est Sans laisser de traces de Marissa Urgo. Voilà pour celui-ci.
le 19 avril sortira Katie de Michael McDowell chez Monsieur Toussaint Louverture. Donc Michael McDowell, c'est l'auteur de la saga Blackwater et du livre, du roman Les Aiguilles d'Or. Donc tous ces livres-là, ce sont des rééditions, ou du moins, ou peut-être des premières éditions en France, en tout cas, je ne sais pas, non, je crois qu'ils avaient déjà été édités, il me semble. Bref, en tout cas, Monsieur Toussaint Louverture fait de très très belles rééditions. Ce sont des livres en général qui datent des années 80. Hein. Donc là, on est encore dans un roman historique, il aime bien, il aime bien les romans historiques, Michael McDowell. On est en 1871 et on va suivre Philomela, qui est une jeune femme assez pauvre, qui va recevoir une lettre de son richissime grand-père déclarant qu'il craint pour sa vie à cause d'une famille peu scrupuleuse. Ah, il aime bien Michael McDowell, les histoires de familles qui s'affrontent. Donc la famille, c'est la famille Slape. Et donc Philomela va se précipiter à la rescousse de son grand-père. Mais le temps presse parce que on nous dit que Katie Slape, donc une des membres de la famille Slape, est une jeune femme dotée d'un don de voyance et qui risque de pouvoir de les aider à pouvoir arriver à leur fin. Et donc il va y avoir une traque qui va se jouer entre Philomela et Katie. Voilà. Ça a l'air... ouais, mais moi j'aime beaucoup ce que nous propose Michael McDowell à chaque fois, hein, j'adore. J'adore, je kiffe. Donc, donc voilà. On va voir ce que ça donne avec celui-là, mais c'est sûr que je l'achèterai. Hein. J'achète tous les Michael McDowell, j'aime beaucoup. Puis toujours l'histoire de famille. On passe au 25 avril, c'est l'avant-dernier, les deux c'est le 25 avril, sortira encore une réécriture de Méduse, croire c'est la mode, Dans les yeux de Méduse de Nathalie Haynes. Donc, et ben voilà, est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus hein. On est encore dans une œuvre, en plus là ils le disent, violée par Poséidon, voilà, punie par Athéna, elle est changée en créature hideuse, cheveux de serpent, regard pétrifiant, et donc c'est Persée qui va venir pour la tuer. Mais on nous dit, et si le monstre n'était finalement pas celui que l'histoire retient? Bon, un classique, hein. Je pense que voilà, avec le féminisme, etc. actuel, on aime bien se réapproprier ces mythes-là, en fait. Hein. Méduse est un personnage féministe assez fort, hein, finalement. Voilà, c'est totalement ça. Donc voilà pour celui-ci. Et du coup, le tout dernier, donc ça sortira chez Michel Lafon. Et le tout dernier, il s'agit d'un petit young adulte. Alors, je sais pas trop si c'est une romance, je sais pas, mais c'est Akata, donc je le mets évidemment. Le théorème des garçons de Anna Gracia, j'ai pas la couverture encore, mais ça sortira donc chez Akata dans leur collection Young Novel également. Et donc dans cette histoire, on suit June, June qui est une jeune fille d'origine chinoise. Hein, qui est en dernière année de lycée, voilà, donc elle a, ah oui non, pas chinoise, taïwanaise, pardon, elle est taïwanaise, et en fait, justement, ça va pas mal parler, c'est pour ça aussi que je l'ai mis, ça va pas mal parler du quotidien de ces familles américaines d'origine asiatique, voilà, parce que June, elle va subir beaucoup la pression de sa mère, hein, notamment, pour atteindre l'excellence, etc., et en même temps, oui, il y a aussi le fait que June, c'est une adolescente. Elle a envie aussi de connaître l'amour. Et c'est clair que c'est pas avec sa mère qu'elle va y arriver. Mais le problème, c'est que à vouloir trop accélérer les choses, on va dire, dès qu'elle a un petit ami random qui lui propose de coucher avec lui, elle va se demander si elle ne devrait pas envisager sérieusement la question. Voilà, en gros, bon, petite histoire assez classique, mais avec le petit truc un peu de la famille taïwanaise. Bisous, pingouis!
Tu l'as demandé à PKJ, c'était lequel? Ah oui, il y a tellement de décalage. Ah oui, c'est sans laisser de traces que tu as demandé, j'imagine, du coup. Ah, trop de décalage, quoi. Le dernier, c'est le théorème des garçons de Anna Gracia. Voilà. Du coup, bah voilà, donc je vais arrêter l'enregistrement. Désolé YouTube, parce que ouais, j'ai accéléré à la fin parce qu'on a des problèmes techniques. Sur ce, la prochaine vidéo, ce sera un bilan lecture. Voilà, il était temps. Et donc, je vous dis à la prochaine YouTube. Bye bye. Miaou.